Cher Père Noël, c'est un enfant un peu triste qui t'écrit cette lettre. Je ne suis plus très sûre de croire en toi. Ce qui ne m'a pas empêché d'être encore plus sage que sage cette année. Ce que je voudrais, c'est un bateau pour mon petit frère. Tu penses que c'est possible? Merci Père Noël, Teddy. Hé Père Noël! Teddy? Ce que je voudrais, c'est un bateau pour mon petit frère. Tu penses que c'est possible? Un grand merci à Altaïa, grâce à qui je vais pouvoir offrir des cadeaux de Noël, même aux gens que j'aime pas, plus de détails en fin de vidéo. Noël. Jusqu'à présent, celui-ci n'a toujours été qu'une fête commerciale où des gens qui ne s'entendent plus se réunissent autour d'un sapin puant le plastique. Mais cette année, c'est différent. Pour la première fois, sa magie m'emporte pleinement, embrasé par ce petit être qui fait de moi le plus heureux des papas. C'est totalement faux. C'est juste une photo de moi que j'ai retrouvée chez mes grands-parents à l'époque où j'étais petit et innocent. Mais aujourd'hui, je ne suis plus innocent. Par contre, j'admets que cette période de fête possède dorénavant une certaine magie, puisqu'elle est synonyme d'une tendre replongée en enfance accompagnée d'un bon chocolat chaud, d'une intense période d'écriture sous la douceur réconfortante d'une couette, d'une excitante session de montage proche de la fenêtre par laquelle Lyon revêtit son plus beau manteau d'hiver, Et de thunes. beaucoup de thunes, puisque grâce à vos vues sur ces vidéos dont le sujet ne semble pas vous lasser, janvier est le seul mois de l'année où mon banquier ne m'appelle pas pour me dire que je suis à découvert. Vous l'aurez compris, pour l'amour du cinéma, et celui de la moula, il était donc inconcevable de refermer ce livre des suites Disney alors qu'on allait justement ouvrir celui sur la jungle. 19e classique de l'animation, celui-ci s'inscrit dans la droite lignée des précédentes productions des années 60, marquée par d'importantes réductions budgétaires suite aux mauvais résultats de La Belle au Bois dormant, le studio préférant investir dans des films en prise de vue réelle, la réalisation de courts-métrages ou encore dans son parc d'attractions. Un résultat guère étonnant puisque l'on retrouve dans ce livre de la jungle des noms bien connus qui s'étaient illustrés sur le très rentable Les 101 Dalmatiens, mais aussi sur le moins rentable Merlin l'Enchanteur, qui n'avait d'enchanteur que son Merlin, comme quoi on ne change pas une équipe qui... On ne change pas une équipe. Sous l'influence de Wolfgang Resermann, les animateurs ont une nouvelle fois recours à la xérographie, ce procédé permettant de photographier les dessins directement sur celluloïd et qui donne cet aspect crayonné typique des réalisations Disney durant les décennies 60 et 70. C'est pourquoi, bien qu'il soit acté que la sombre période du Dark Age débute après ce livre de la jungle suite à la mort de Walt, j'ai tendance à penser que celui-ci trouve son origine dans les œuvres de Resermann. Mais bon, ça c'est que mon avis, et les avis c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Toujours est-il que le livre de la jungle est visuellement époustouflant, avec ses personnages minutieusement dessinés prenant vie dans des décors fourmillants de détails et de couleurs. Moins baveuse que dans les précédentes productions, c'est un véhicule des émotions en adéquation avec le ressenti du héros et nous offre de magnifiques plans d'exposition dans une jungle luxuriante, sublimés par divers éléments comme un reflet ou un effet de profondeur rendu possible grâce à l'utilisation de caméras multiplanes, prouvant tout le savoir-faire du studio en termes d'animation. Oui, car une fois de plus, celle-ci est tout bonnement exceptionnelle, notamment celle des animaux qui se meuvent avec beaucoup de réalisme, même si les plus attentifs auront remarqué la réutilisation de certaines d'entre elles au sein du métrage, voire le recyclage d'animations issues d'œuvres précédentes. Comme quoi, Merlin l'Enchanteur aura une utilité finalement. Vu les choix opérés pour les 101 Dalmatiens 2 qui conservaient une partie de cet aspect graphique, il aurait été logique, bon déjà de pas faire de suite, mais surtout il aurait été logique d'appliquer la même formule à ce livre de la jungle 2 sorti dans les salles obscures en février 2003. Sauf que la logique est visiblement portée disparue. En abandonnant la xérographie pour un style plus... comment dire? Plus moche. Non, je dirais plus moderne. Les traits des décors et des personnages gagnent en clarté ce qu'ils perdent en originalité pour un rendu bien trop lisse, surtout comparé au premier opus.
Alors certes, par rapport à notre valeur étalon de la médiocrité, cela reste tout de même très agréable à l'œil grâce à des couleurs chatoyantes et une animation correcte, du moins si on exclut certains éléments 3D qui semblent se décoller de l'image. Un rendu étonnant puisque l'on retrouve Steve Strunburst aux commandes de cette suite, lui qui a débuté en tant que directeur de l'animation sur Aladdin, mais pas le premier, sur Le Roi Lion, mais pas le premier non plus, avant de réaliser Les Croods, la série animée. Oui, donc c'est pas si étonnant en fin de compte. Mais l'identité particulière des œuvres précédentes de Razorman ne repose pas uniquement sur son aspect graphique, il dépend également du travail de Bill Pett qui depuis un certain Pinocchio officie en tant que scénariste sur les plus grands classiques de l'animation. Grâce à sa forte influence au sein du studio, celui-ci a convaincu Walt d'adapter le recueil de nouvelles Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling paru en 1894, à défaut de le convaincre dans son approche narrative. En effet, malgré de nombreuses libertés, Walt jugea le script trop proche de l'œuvre originale, à savoir morose, déprimante et effrayante. Je crois qu'il n'a pas aimé. Quelque peu chafouin, Bill pète un plomb et quitte le studio en plein milieu de la production avant d'être remplacé par 4 personnes, dont un certain Larry Clements, auteur sur plusieurs épisodes de l'émission Disneyland avant de scénariser l'ensemble des classiques des années 70. Ainsi, le livre de la jungle nous raconte les aventures de Mowgli, un petit homme vivant pépouze dans la jungle au sein d'une meute de loups jusqu'au jour où le terrifiant tigre Shere Khan vient chasser sur leur territoire. Face à une telle menace, le garçon est contraint de traverser la jungle pour rejoindre le village des hommes sous la protection de la panthère Bagheera. Malgré le danger, le garçon n'a aucune envie de quitter la jungle et rien ne peut lui faire changer d'avis. Enfin... Qu'est-ce que c'est? La puberté, Mowgli. Du coup, il abandonne ses amis pour cet inconnu et renonce à l'appel de la forêt pour celui du... Il renonce à l'appel de la forêt, contrairement à Harrison Ford qui lui aurait peut-être dû y renoncer. Mais bon, on s'égare là. Alors certes, vu le résumé, il est incontestable que l'histoire de Steve de la jungle n'est pas sa première qualité, et pourtant celle-ci cache un périple palpitant durant lequel Mowgli croise la route d'une multitude d'animaux, au prétexte à une succession de scènes musicales où la virtuosité des compositions portées par des voix de légende se mêle à celle de la réalisation. Ainsi, le long métrage nous offre certainement l'une des musiques les plus emblématiques de l'univers Disney tout en instaurant un personnage iconique, Baloo. Avec sa maladresse, son courage et sa dévotion, l'ours attire immédiatement la sympathie du public et celle du petit homme avec qui il deviendra proche, un peu trop proche d'ailleurs. Oh que c'est bon, Mowgli. Il n'est donc guère étonnant de retrouver le duo au cœur de cette suite, à la différence que la personnalité de Baloo se voit ici réduite à l'état de fonction, celle du comic relief dont chaque phrase cache un jeu de mots. C'est ballot. Non, c'est Baloo. Ah, autant pour moi. En grande partie grâce à son omniprésence à l'écran, l'humour est par conséquent bien plus présent dans ce second volet. Et toi, tu trouves ça drôle? Ah non, j'ai juste dit qu'il y en avait plus. Ainsi, les autres personnages ont finalement autant d'utilité que de temps d'apparition, à l'image de Bagheera qui est là. Et l'histoire dans tout ça? Je veux même pas en parler. Oui, bah t'es pas le seul, hein. Reprenant là où le premier s'était arrêté, on retrouve Mowgli vivant au village aux côtés de son ami Shanti, la fille aux yeux revolver. Malgré ce regard qui tue, le petit homme n'est pas épanoui et souhaite retourner dans la jungle, mais il se fait balance par sa copine. Bah c'est pas gentil. Bah si, c'est bien elle. Bref, toujours est-il que Baloo partage ce manque au point de créer un Wilson avec une noix de coco, jusqu'au jour où il décide d'aller directement le chercher au village. Les deux amis vont donc vivre moult péripéties dans la jungle qui ont tout un point commun, Elles servent à rien. avant que le tigre Shere Khan ne soit de retour pour leur jouer un mauvais tour. C'est la bagarre et le méchant tombe dans un cratère, mais heureusement il atterrit sur... Bon bah, tout est bien qui finit bien, Mowgli peut continuer de voir Baloo tout en vivant avec les hommes, les enfants du village jouent avec la queue de Bagheera qui passe dire bonjour, Heureusement qu'il y a l'image. et c'est la fin du livre de la jungle 2. Une fin qui à elle seule témoigne de l'inutilité d'un tel récit, celle-ci étant, dans les grandes lignes, identique à celle de son prédécesseur. Ça valait la peine de faire une suite? Un constat d'autant plus regrettable que ce dilemme moral habitant Mowgli, entre vivre avec les humains ou vivre dans la jungle, était un excellent point de départ pour développer cette intrigue. Malheureusement, il restera la seule bonne idée du film, voire la seule idée tout court d'ailleurs, n'offrant suffisamment de matière pour tenir plus d'1 heure, 5 minutes et 27 secondes. À peu près quoi. Une durée étonnamment courte mais qui pourtant paraît bien longue, la faute... Bon déjà scénario de merde, on va pas se mentir, mais surtout la faute à un manque de tempo, un comble pour la suite d'un film dont c'était le principal atout. C'était le bon temps. Oubliez donc le rythme de la jungle puisque les compositions sont ici d'une banalité affligeante, ne suscitant l'intérêt que lorsqu'elles sont reprises de l'œuvre originale et ce malgré la voix iconique de Richard Darbois pour interpréter Baloo. Vous l'aurez compris, le livre de la jungle 2 n'est qu'une autre suite sans la moindre originalité, mais c'est toujours mieux que ce à quoi la firme aux grandes oreilles nous a habitués et parfois il faut se satisfaire
satisfaire du nécessaire. Youpi. Un nécessaire qui n'est tout de même pas la meilleure des publicités pour inciter le public à découvrir ces nouvelles productions cinématographiques, comme un certain Atlantide, l'Empire perdu. Après une faste période de renaissance avec des œuvres qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma, Disney fait confiance à ceux qui y ont contribué en la personne de Gary Trousdale et Kirk Weiss pour mener à bien leur futur projet. Et pourtant, celui-ci n'est en rien comparable avec les précédentes productions, il est une ode à l'aventure avec un grand V. À bord d'un sous-marin dont l'esthétique steampunk rappelle les sources d'inspiration du métrage, le spectateur plonge à 20 milieux sous les mers à la découverte de... l'Atlantide. Un voyage plus loin que la nuit et le jour où les sublimes panoramas se succèdent, magnifiés par un format 70 mm anamorphique rare dans l'animation qui nous garantit une pleine immersion. Normal en étant sous l'eau. Et pourtant c'est bien au sec que les décors sont les plus époustouflants. Grâce à un savant mélange de 2D et de 3D qui démontre le talent des 350 animateurs présents sur ce projet, le spectateur découvre cette ancienne civilisation sous des jeux de lumière saisissants, partagés entre mystère et admiration. Mais ce périple est semé d'embûches, synonyme de phase d'action où la réalisation s'affranchit des limites de l'animation classique grâce à l'utilisation du numérique qui en tire tout son potentiel pour un rendu tout simplement spectaculaire, parfois même épique lorsqu'elles sont portées par les compositions de James Newton Howard. Et si on sera tous d'accord pour saluer la beauté des paysages, les avis seront sans doute plus partagés en ce qui concerne le chara-design des personnages, celui-ci étant particulier. Particulièrement moche surtout. Non, je peux pas te laisser dire ça, puisqu'ils sont basés sur le travail de Mac Mignola, dessinateur notamment reconnu pour son Hellboy. Non mais arrête tes conneries, t'as vu leurs mains? Quoi, qu'est-ce qu'elles ont leur... Et la beauté intérieure dans tout ça, hein? Car tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas apprécié le personnage de Milo. Alors certes, de par sa fébrilité et son caractère un brin désabusé, il tranche radicalement avec les précédents héros Disney, néanmoins il ne manque clairement pas de charisme. N'est-ce pas Milo? C'est qui le patron? C'est moi. Bon d'accord, en termes d'aventurier, on est plus près de Bob l'éponge que de Bob Moran, mais il n'est pas le seul à entreprendre ce fabuleux périple. Il est accompagné d'une galerie de personnages secondaires au caractère bien plus marqué, appuyé par un doublage VF exceptionnel, source de nombreuses pointes d'humour savoureuses, jouant souvent avec l'aspect caricatural de leur personnalité. En résumé, j'ai adoré cet Atlantide de l'Empire perdu pendant 45 minutes. Comment ça, c'est un moyen métrage? Ah non, du tout. C'est juste qu'une fois la découverte de l'Atlantide faite ainsi qu'un rapide tour du propriétaire, le film part dans une direction inattendue qui me donne la sensation qu'il n'y a pas que l'Empire qui se soit perdu. Le scénario aussi. En effet, le film introduit de nombreux éléments à base de divinité et tout ça, mais ne possède pas suffisamment de temps pour pleinement les exploiter, ce qui fait que... J'ai pas tout compris. Réfléchissez une minute. Oui bon, j'admets que je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin, mais je crois que je n'ai tout simplement pas adhéré à ce côté mystique, bien que je ne peux que souligner son audace dans une telle production. Et en termes d'audace, le film ne s'arrête pas là, puisqu'il ose porter à l'écran des séquences bouleversantes pour mon petit cœur sensible, et surtout celui-ci n'est composé d'aucun passage musical, comme avait pu le faire Taram et le chaudron magique en son temps, même s'il y a bien une musique pour le promouvoir. Mais qu'est-ce qui fait courir Tara? C'est le chaudron magique. Eh ben, je suis ravi de l'avoir entendu, tiens. Vu l'envergure d'un tel projet et la campagne marketing intensive qui l'accompagne à grand renfort de produits dérivés et autres partenariats incontournables, notamment avec une chaîne de restauration rapide vachement moins bon que Burger King, Disney croyait plus que jamais en sa nouvelle production. La gloire nous attend. Pas vraiment, non. Car entre son ton trop sérieux en rupture avec les œuvres précédentes, surtout la précédente, ses suites à répétition dégradant l'image du studio et l'arrivée d'un ogre vert dévorant le box-office mondial, Atlantide l'Empire perdu n'aura pas su trouver son public. C'est sans doute pour l'une de ces raisons que j'ai également découvert ce film sur le tard, Hier soir. n'ayant eu la chance de le découvrir au cinéma, comme beaucoup d'autres productions Disney en ce début de nouveau millénaire. Typiquement Cusco l'empereur mégalo, Pas vu. La planète au trésor, Pas vu non plus. La ferme se rebelle, Bah celui-là, personne l'a vu. Frères des Bon, ours. on va pas tous les faire quand même. Finalement, sur tous les films qui composent cette phase de transition post-Renaissance, je n'ai découvert à sa sortie que le premier d'entre eux et celui-ci m'a traumatisé, et pas uniquement lors de son visionnage. Alors pourquoi ne les ai-je pas vus au cinéma comme beaucoup d'enfants de mon âge ? Ben tout simplement parce que... Bah j'en sais rien, tiens. Bah, je vais demander à ma mère. Toujours est-il que les mauvais résultats au box-office d'Atlantide marquent un coup dur pour le studio qui annule aussitôt la production de la série dérivée du film, alors que 3 épisodes avaient déjà été terminés. 3 épisodes que je vais vous conter, car il serait vraiment dommage de passer à côté. Ainsi, on retrouve Milo vivant pépouze à Atlantide avec Kida, jusqu'au jour où ses amis débarquent pour lui demander d'élucider le mystère autour d'inquiétantes disparitions de navires. Ni une ni deux, direction un petit village norvégien où la fine équipe est accueillie par une aubergiste qui soit est vraiment louche, soit est vraiment
vraiment mal dessiné. J'ai ma petite idée. Oui, désolé d'interrompre cette trépidante histoire, mais on va briser la glace tout de suite. Que c'est laid. Que ce soit les décors ou les personnages, qu'importe où se poseront vos yeux, cela sera pour eux une véritable agression. Car non seulement c'est laid, mais surtout la qualité des visuels est inconstante, passant de juste moche à carrément hideux en un cut. Ce que nous voyons ne peut pas exister. Ah, ça c'est sûr, ça surprend. Et ce n'est pas l'animation qui redressera le niveau, puisque celle-ci est simplement immonde, voire inexistante sur certains personnages. Ah non, autant pour moi, elle a cligné des yeux. Bref, retour à l'histoire, où l'équipe découvre que la cause de cette disparition de navire n'est rien d'autre que le Kraken. Du coup, ils embarquent à bord de leur sous-marin, ça fait bim bam boum, et à plus de Kraken. Oh bah ça valait le coup d'y revenir. Changement de décor pour cette deuxième intrigue, où tout ce beau monde part zoner en Arizona, où les esprits du désert ne sont pas contents, puisque quelqu'un leur a dérobé un vase ancestral. En possession de ce vase, la fine équipe part dans les montagnes sacrées pour la remettre à sa place. Mais ce n'est qu'un trou. Reste focus. Ce n'est pas qu'un simple trou, c'est l'entrée d'une ancienne civilisation. Tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce que patatras, un méchant trafiquant débarque et les emprisonne dans une caverne. Il veut tous les faire sauter, mais fort heureusement grâce à l'incompétence des animateurs, la mèche ne se consume pas, ce qui laisse le temps à Milo de s'échapper, rapidement suivi par « Ah bah non, ah bah si, je suis perdu là ». Bref, de toute façon on s'en fout, le vase est remis à sa place et basta. Vous l'aurez certainement compris avec ces deux récits, les qualités narratives sont à la hauteur des qualités graphiques. Et même si l'existence de cette série est une grosse blague à elle seule, ne comptez pas dessus pour titiller vos zygomatiques, puisque contrairement à la légende de Tarzan et Jane où ces histoires étaient si mauvaises qu'elles suscitaient la moquerie, celles de cette Atlantide sont tout simplement banales, ne suscitant que l'ennui, exception faite de cette troisième intrigue où la fine équipe se rend en Islande et découvre le château dans le ciel. Celui-ci est habité par le dieu Odin qui souhaite Anéantir ce monde. Ah oui, beau programme. Pour ce faire, il invoque un puissant démon grâce au pouvoir d'une lance atlante ancestrale sous le regard de nos héros qui comptent bien l'arrêter. C'est la bagarre durant laquelle le démon montre toute son utilité, et puis de toute façon il finit écrasé sous le château. Tout est bien qui finit bien, mais une question se pose, que faire de la lance? Je connais un endroit où cette lance sera plus utile. Je veux pas savoir. Eh bien tu vas quand même le savoir puisque tout ce beau monde retourne à Atlantide, apparemment bien plus facile d'accès depuis les travaux sur la rocade sud. Face à la foule, Kida est soudainement frappé par une illumination. Une lumière n'est rien si elle n'éclaire personne. Waouh. C'est vrai ce que tu dis. Avant de complètement péter un plomb avec sa lance magique. Elle invoque un puissant éclair, Pas de génie en tout cas. fait remonter l'Atlantide à la surface, faisant de l'Empire perdu un empire plus perdu, et c'est la fin de cette suite direct ou vidéo qui finira surtout direct ou la poubelle. C'est courant ce genre de choses dans votre univers? Alors dans notre univers non, mais dans l'univers de Disney c'est monnaie courante, puisque sans atteindre le magnifique, le grandiose, l'indétrônable bossu de Notre-Dame 2, on n'est pas loin de la qualité aussi médiocre que le monde magique de La Belle et la Bête. Seul point positif dans cet océan de mauvais goût, et ce malgré certaines répliques prononcées sans la moindre synchronisation labiale, il est agréable de retrouver la quasi-totalité du casting VF original. Une chance que n'a pas la VO qui doit se passer de Michael J. Fox pour son héros Milo, ce dernier n'ayant eu envie que son nom soit associé à cette merde, Raison valable. ainsi que de Jim Varney pour le personnage de Cookie, ce dernier étant mort. Raison valable. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas par plaisir que j'ai regardé cette série, mais bien parce que Disney, dans son infinie bonté, a pris soin de compiler ces 3 épisodes dans un DVD sorti en 2003. Trop aimable. Intitulé Les énigmes de l'Atlantide, auxquelles aucune de ces histoires ne répond, la seule énigme qui demeure lors du générique est comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? Une question dont la réponse semble évidente et qui se confirme en ce début d'année 2004 où Disney tente une fois de plus de capitaliser sur son plus grand succès, Le Roi Lion. Classique parmi les classiques, ai-je vraiment besoin de vous le présenter? Absolument pas. Et puis c'est déjà fait. Effectivement, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler en abordant son second opus qui faisait plutôt honneur à la tribu. Vu le succès critique et commercial de sa VHS, surtout commercial d'ailleurs, il aurait été logique de retrouver la même équipe au générique, et pourtant, on retrouve Bradley Raymond et Tom Rogers. Et c'est une bonne chose? Pas vraiment Pumba, puisqu'il s'agit du réalisateur des suites de Pocahontas et du Bossu de Notre-Dame, et d'un des scénaristes de Cendrillon 2. La crème de la crème. Néanmoins à l'époque, je n'avais que faire de ces noms, et il aura suffi d'une publicité pour que je demande le DVD à mes parents. Sale faible. Mais je n'avais que 9 ans, et surtout je voulais absolument voir cette aventure qui mettait en avant Timon et Pumba, ayant dévoré leur précédente VHS où le duo parcourait le monde en reprenant Stand By Me, première musique que j'ai appris à la guitare et donc celle que je maîtrise le mieux. Voilà.
Le Roi Lion 3 nous raconte les mésaventures de Timon qui, rejeté par sa tribu parce que c'est un boulet, on va pas se mentir, est contraint de partir un jour sans retour. Lors de son exil, il fait la connaissance de Pumba avec qui il retrace les événements du premier film. Une approche certes intrigante, mais dans le fond... Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Bien, je te rejoins Pumba. Davantage une version alternative de l'œuvre originale plutôt qu'une véritable suite, l'utilité du long métrage est proche du néant. Une position pleinement assumée par le studio qui, en VO, a eu l'honnêteté de prévenir le spectateur qu'il s'agissait de la moitié d'un film, sans pour autant le vendre à moitié prix, faut pas déconner non plus. Enthousiaste à l'idée de redécouvrir ces séquences emblématiques d'un point de vue différent, l'euphorie laisse rapidement place à l'exaspération tant leur présence, en plus de créer de nombreuses sources d'incohérence, désacralise chacune d'elles de par cet humour dont la subtilité n'est pas vraiment la première qualité. J'ai essayé de mettre un peu de soleil dans notre sinistre existence. N'essaye pas d'être drôle, Timon. Reste juste toi. Bon, après, j'admets avoir souri au moins une fois devant l'une de ces situations absurdes, brisant souvent le quatrième mur ou devant l'une de leurs répliques. Mais vu leur nombre, je me dis que c'est techniquement impossible de toutes les louper. Bah, Kev Adams, il y arrive très bien, lui. En dehors de ce recyclage, soit pendant le quart d'heure restant, le long métrage ne raconte pas grand chose et enchaîne les scénettes sans susciter l'intérêt du spectateur de par son statut de préquel mid-quel qui anéantit le moindre enjeu. Et pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur la rencontre entre ces deux personnages mythiques, eh bien, elle est là. Ces péripéties se succèdent au rythme de passages musicaux reprenant principalement les compositions du premier film, preuve de la confiance du studio en notre nostalgie, à défaut de faire confiance en son parolier. Et je ne vais pas lui donner tort, tant les nouveaux morceaux sont tout bonnement insipides, et ce malgré la présence quasi complète de l'exceptionnel casting VF original. Oh bah ça valait le coup de les rappeler. Un constat transposable à la réalisation, puisque les plans les plus marquants sont soit repris du Roi Lion, soit calqués d'une scène existante, soit prennent place dans des environnements bien connus du spectateur. À défaut d'être singulière, cette suite est donc visuellement agréable avec une prédominance de couleurs chaudes éclatantes, même si certains éléments comme les ombrages, les textures ou plus globalement l'animation sont loin d'être une réussite, avec même des erreurs grossières genre là, hop, à plus l'oiseau. Rien ne t'échappe, bravo. Vous l'aurez compris, ce Roi Lion 3 a beau être sous-titré Hakuna Matata, ça ne l'empêche pas d'avoir plein de soucis, bref, c'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? Ben, Disney, et quand je vois ce que le studio a fait de ce chef-d'œuvre, ce qu'il continue à lui faire et ce qu'il attend, je ne peux m'empêcher de penser à Mufasa qui doit rugir dans sa tombe. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Ce n'est donc pas avec ces 3 suites que nous nous réconcilierons avec la firme aux grandes oreilles, et ça ne sera pas non plus avec les... Bon, ça valait le coup de demander. Je disais donc, et ça ne sera pas non plus avec les suivantes, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo. Oh, c'est déjà fini. Et oui Pumba, c'est déjà l'heure de nous quitter. J'espère que cette 4e partie vous aura plu. Ouais, super, c'était génial. Magnifique. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Oh mais arrêtez, je vais rougir. Pour ma part, je ne vois plus Noël comme une fête commerciale où des personnes qui ne s'entendent plus se réunissent autour d'un sapin puant le plastique, mais plutôt comme une parfaite excuse pour revoir ces dessins animés qui ont bercé mon enfance afin de vous proposer cette chronique de la suite de trop et terminer cette belle année à vos côtés. Vous aussi, vous avez toujours voulu un ami extraterrestre? J'aurais adoré être ami avec Maître Yoda. Oui mais là, c'est encore mieux car il s'agit de E.T. J'aurais adoré être ami avec E.T. Eh ben ça tombe super bien car votre rêve peut devenir réalité grâce à Altaïa, spécialiste en collectionnables, miniatures et maquettes. Construisez pas à pas cette réplique articulée du plus célèbre des extraterrestres qui, grâce à des matériaux de qualité, sa motorisation, ses effets de lumière ou encore sa taille de 65 cm, Donc elle m'arrive à peu près là. font de ce E.T. la réplique collector la plus fidèle jamais créée. Un respect des détails guère étonnant, puisqu'en plus de compter sur la licence officielle Universal, elle a été conçue en collaboration avec la fondation de Carlo Rambaldi, le génie des effets visuels qui a travaillé avec Steven Spielberg. À chaque fascicule, vous découvrirez des histoires et des secrets autour du film, mais vous recevrez également un certain nombre de cadeaux spécialement conçus pour cette collection. Mais c'est Noël ou quoi? Utilisez le lien dans la description ainsi que le code Suite de Trop pour créer votre réplique collector.